Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Et aujourd'hui, je reçois Danilo Duchesne, le fondateur et CEO de DHS Digital, une agence d'acquisition experte en publicité sur Facebook et Google pour les e-commerce et startups, mais également l'hôte du podcast Le Rendez-vous Marketing. Mais aujourd'hui, Danilo ne va pas nous parler de marketing digital, mais plutôt de comment passer de freelance à CEO d'une agence de 15 personnes. Il nous raconte son parcours et ses débuts avec l'explosion de son blog à l'époque où il était encore stagiaire et comment cela lui a donné envie de proposer des services autour du marketing digital en devenant freelance. C'est ensuite l'envie de se challenger qui lui a donné envie de créer une agence seulement 1 an et demi après s'être lancé en freelance. En passant de freelance à CEO d'une agence, Danilo a dû changer son positionnement et sa posture. Un changement pas toujours facile, surtout quand on a 25 ou 26 ans. Danilo nous explique comment il a appris sur le terrain à développer son leadership, son management et il nous partage les erreurs qu'il a pu faire à ses débuts et comment cela lui a appris au fur et à mesure à mieux se positionner en tant que CEO. Danilo nous partage également son quotidien entre stratégie, relationnel client et création de contenu, l'organisation full remote de son agence, ou encore comment garder son ADN de CEO dans des équipes qui se développent, comment garder son équilibre entre vie pro et vie perso, ou encore comment créer une entreprise qui ne ressemble à aucune autre avec ses propres règles de fonctionnement. Bref, un épisode hyper inspirant et enrichissant qui vous donnera l'envie, j'espère, de vous challenger. Bonne écoute! Hello Danilo, comment vas-tu ? Salut, ça va bien et toi? Eh bien écoute, nickel, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Petite Pouce. Donc toi Danilo, tu es le fondateur et CEO de DHS Digital, une agence d'acquisition qui est experte en publicité sur Facebook et Google pour les e-commerce et les startups, mais tu es également l'hôte du podcast Le Rendez-vous Marketing, tu es créateur de contenu, infopreneur avec des formations en ligne, bref, tu es un expert multicasquette du marketing digital. Yes, bah, quel beau résumé, merci beaucoup. Ouais, donc beaucoup dans le service aujourd'hui, toujours créateur de contenu, avec le podcast, avec le blog, sur LinkedIn. Et c'est vrai que tu l'as noté aussi, infopreneur. Je ne suis pas fan du terme infopreneur parce qu'il est un peu connoté, mais ouais, j'ai des formations en ligne qui tournent encore aujourd'hui, qui sont encore mises à jour, où c'est peut-être un peu moins le focus que de les mettre en avant, que de faire le marketing, mais elles sont encore toujours bien présentes. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu le contenu. Il y en a une sur Facebook et une autre sur le copywriting. Oui, carrément. Bah, justement, j'ai eu l'occasion de participer à ton challenge Ouais, sur la partie Facebook, ouais. publicité Facebook Ads qui était top, hyper complète, etc. Donc, bon, bravo pour Merci. tout le travail que tu as accompli. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat, du business, du mindset, etc., est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de ton parcours, de ton histoire? Comment est-ce que justement tu en es arrivé là à créer une agence digitale, à devenir CEO de cette agence? Nous parler un peu voilà, de ce parcours de création de contenu, etc. Ouais, ouais, par où commencer? Peut-être par le début, en fait, hein. Donc moi, de base, je suis, pas né pour être entrepreneur. J'ai pas pensé à ça durant mes études. C'est venu vraiment, après un stage. Stage où je me suis pas sorti forcément bien dans le stage. Je dis: «OK, c'est pas forcément, ma voie, mais je vais quand même essayer». Donc j'ai trouvé, une autre opportunité pour cette fois-ci faire plutôt du marketing digital. Donc vraiment un peu rien à voir avec ce que j'avais fait dans le stage précédent qui était de la finance. Et pareil, donc même deuxième expérience, pas très concluante, un peu déçu. Je pense que le management m'avait un peu dégoûté, sans vouloir, encore une fois, manquer de respect au manager que j'ai eu avant, mais c'était pas forcément ce que j'imaginais simplement. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer du contenu, parce que comme tout le monde, à ce moment-là, je voyais Gary Vaynerchuk, et cetera, qui parlait de création de contenu, de créer son propre blog, de créer sa marque personnelle. Donc j'étais inspiré par ça et j'ai juste suivi ce qu'il préconisait.
Donc, je pense l'avoir bien fait puisque j'ai passé des heures et des heures à écrire des articles. J'ai passé des heures et des heures à publier des posts. Donc, au début, tu vois, quand tu génères pas de revenus et que tu n'as pas de clients, ben, la seule chose que tu puisses faire pour te faire connaître, c'est créer du contenu. Donc, moi, c'est un peu ce que j'ai fait pendant, je dirais, 6-9 mois. Donc, du moment où j'étais dans le deuxième stage dont je te parlais, qui était un stage rémunéré, au moment où j'ai commencé vraiment mon activité en tant que freelance, donc début 2018, bah, il s'est passé 6 à 9 mois où je pouvais passer 30-40 heures par semaine à créer du contenu. Ça, parfois, j'ai tendance à oublier en fait moi-même que je mettais beaucoup d'énergie là-dedans et qu'en fait, les résultats, ils ont vite payé parce que assez vite, tu as eu des gens, beaucoup de gens pardon, qui allaient sur le blog, qui lisaient les articles, qui prenaient contact, qui me posaient des questions. Donc évidemment, c'est quand tu as 24 ans, c'est hyper valorisant de savoir que tu as des personnes qui en fait t'interrogent sur une expertise ou te demandent des conseils pointus sur des sujets quand même techniques et complexes comme la publicité en ligne. Et donc moi, ça m'a mis en confiance et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là, en fait, tu vois, que j'ai pensé à proposer des services vraiment, c'est vraiment, comme je dis, de fil en aiguille, de prestations. Donc, c'est-à-dire soit de la formation en présentiel, soit du conseil, ou soit des prestations de community management ou gestion de campagne. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Et puis après, en freelance, après 6 mois, ça s'est bien développé. Et un an plus tard, je me suis dit, pourquoi pas créer une agence. Ouais, c'est hyper intéressant parce que tu es parti en fait de la partie création de contenu avant de proposer, tes Oui, services et tes prestations. Et tu sais qu'à l'époque, c'est comme ça que moi que je t'ai découvert, c'était avec tes articles de blog. Parce que tu ouais, étais un des seuls à écrire des articles de blog aussi détaillés, tu ouais. vois? Sur comment faire certaines choses et cetera, avec vraiment, beaucoup d'explications, beaucoup de valeurs et cetera et je pense que c'est ça aussi qui t'a démarqué des autres à ce moment-là. Ouais, peut-être. Franchement, je peux pas te dire, que c'est exactement ça. Je pense que tu as aussi tout le ton, la personnalité, le storytelling que tu mets autour, comment tu rends le truc, je pense, intéressant. À la fois, je pense que j'ai réussi malgré moi, hein, je dis pas que je l'ai fait exprès, à rendre un sujet technique, et peut-être ennuyeux, un peu plus sympa puisque tu avais, une tonalité, un storytelling, des exemples. Je pense que ça a aidé beaucoup et en fait, c'est ce que je dirais toujours à chaque créateur de contenu, c'est d'ajouter sa touche personnelle et son authenticité à un contenu, parce qu'on ne peut pas faire le même contenu qu'un autre et espérer avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'était une bonne chose d'avoir fait comme ça. Mmh. Carrément et puis quand tu nous dis que tu passais 30 à 40 heures par semaine à Et créer oui. du contenu, en fait, c'était un job à part entière que tu faisais, Ah quoi? oui. De toute façon, c'est pas compliqué. Après le 2e stage, j'étais en ce qu'on pourrait dire au chômage. J'avais pas d'emploi donc ouais, en fait, c'est une longue histoire, mais en gros, j'avais pas ni renouvelé et je pense qu'eux-mêmes n'avaient pas la volonté d'aller plus loin avec moi parce que j'étais pas hyper motivé sur la fin et comme je dis, c'était un stage rémunéré donc ils cherchaient pas forcément à recruter en CDI pour ce poste-là. Toujours est-il que pendant 6 mois, je n'ai pas eu, j'ai pas eu d'emploi, quoi. J'ai pas eu d'emploi et je cherchais de l'emploi sur le côté avec le blog en plus, tu vois? Ouais, donc en plus, en fait, finalement, tu as créé ton propre emploi, après en proposant tes prestations et tes services. Ouais. Après, c'est quoi qui a été le déclic entre tu nous dis, tu as été freelance pendant 1 an et demi, c'est ça? Ouais, tu Avant de exactement ça. monter l'agence? Exactement ça, c'est 1 an et demi, ouais. Mmh. Et c'est quoi qui a été le déclic pour te dire, «Bon, bah, ça» enfin, entre guillemets, «J'ai fait le tour du freelancing et j'ai envie de créer quelque chose de plus gros, de plus impactant et de créer une vraie agence»? Ouais. Écoute, le déclic, il s'est fait, je te dirais, mai et allez, avril-mai 2019 et juillet, au moment où j'ai créé l'agence. Avril-mai, je commence à vraiment me poser des questions. Parce que là, je me dis: «Ça marche bien, c'est intéressant, ça fait 1 an que je le fais». Je suis passé de, personne sans emploi qui crée le contenu dans la chambre de sa maman à, entrepreneur qui commence à bien gagner sa vie, qui travaille de Bruxelles, qui est dans un coworking, qui, là, sur le coup, peut se, payer un appartement, être un peu plus tranquille et avoir une vie, enfin encore une fois, il y a 2 ans, pardon, 2 ans avant, ça m'aurait paru fou de gagner les chiffres que je gagnais. Ça, je peux dire, j'étais entre 8 et 10 000 euros par mois après 1 an et 3 mois de freelancing. Donc c'était déjà pas mal, tu vois? Même s'il y avait la formation derrière, enfin, c'est une longue histoire, mais j'avais déjà lancé la formation en ligne. Il y avait quand même entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et je me disais: «Mais pourtant, je me sens pas forcément, fulfilled, je me sens pas forcément, plus heureux» parce que je me rends compte que oui, ça rapporte du revenu. Oui, finalement, je travaille pas 50 heures par semaine. Je pourrais même m'en sortir en travaillant peut-être 35-40 heures par semaine, mais où est le challenge? J'ai que 25 ans. Qu'est-ce que je fais ensuite? Et là, je me disais, peut-être que la suite logique, évidemment, je voyais déjà ce qui se passait autour, c'est de créer une agence.
Mais créer une agence à ce moment-là, ça me faisait peur parce que créer une agence ça implique d'avoir du personnel, implique d'être un leader, implique d'être un manager, implique d'avoir une vision et tout ça, je ne l'avais pas en fait. Donc, ni le leadership, ni les compétences en management, ni la vision. Enfin, j'avais très peu, même quand j'ai commencé, l'agence, c'était juste la continuité de ce que je faisais. Freelance Facebook Ads, agence Facebook Ads. Mais on ne disait pas exactement comment on voulait, à qui on voulait servir, où est-ce qu'on voulait amener nos clients, comment est-ce qu'on voulait être perçu par le marché. Donc ça, c'est venu au fur et à mesure. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, ça a été le déclic, c'est de me dire, qu'est-ce que c'est, où est la suite? Est-ce que c'est juste gagner le plus possible en étant freelance ou limite travailler le moins possible et gagner plus ou moins le même revenu ou construire quelque chose qui est plus grand que moi et dépasser ma personne. Donc c'est ce choix que j'ai fait. Ouais. Ouais, carrément, ça répond tout à fait à ma question. C'était le côté challenge, le côté je m'ennuie un petit peu, entre guillemets, je veux faire quelque chose de plus grand, je sens que je suis capable d'aller plus loin. Ouais. Tu nous parles de qualité de management, de leadership. Comment tu les as apprises, ces qualités-là, et comment elle s'est fait la transition au niveau de la posture, je pense, surtout du positionnement, entre je suis freelance, je suis tout seul, je bosse avec mes clients en direct, etc., et je deviens CEO d'une agence où en fait la posture n'est plus la même, le travail que tu fais au quotidien n'est plus le même non plus. Tu peux nous raconter un peu comment tu Ouais. as appris ces compétences-là et comment tu as réussi à changer de posture au fur et à mesure des mois, parce que je pense que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ah bah, très bien dit, hein. Je pense que ça a pris, je dirais, entre juillet 2019, il m'a fallu, ouais, je dirais 2 bonnes années pour vraiment que dans ma tête, je me dise: «OK, maintenant tu es plus freelance» ou moi j'aimais bien m'appeler freelance amélioré avec 1 ou 2 employés. Et en fait, au début, je pense, très mal fait, parce que je pensais que, il suffisait de lire 1 ou 2 livres sur le management et le leadership pour comprendre ce que c'était. Donc évidemment, j'avais lu les classiques genre, Start with Why de Simon Sinek ou encore 2-3 livres de management. Mais je te dirais, c'est pas ça qui fait, que tu deviens un leader ou manager du jour au lendemain. Donc en toute logique, tu vas faire des erreurs, tu vas être confronté à des situations que tu as jamais gérées avant et que tu dois apprendre à gérer. Tu vas parfois avoir des situations, où tu sais très bien que c'était pas la meilleure solution. Donc moi, je me rappelle très bien qu'il y a des moments où je sentais que les choses n'étaient pas très bien faites, où il y avait des erreurs et je disais rien, alors que j'aurais dû le dire, j'aurais dû, comme on dit, avoir un certain courage managérial et dire que les choses n'étaient pas bien faites et qu'elles peuvent être faites autrement. Et ça, je prenais trop le temps avant de donner ce feedback, j'attendais l'évaluation. Comme je dis, je m'étais un peu formé, j'ai demandé des conseils. Et donc, au fur et à mesure, je te dirais, j'ai un peu appris à mieux gérer ça, à mieux faire du feedback. J'ai commencé à instaurer des one-to-one, puis après, comme je te dis, des évaluations. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'ai appris avec le temps là-dessus? La posture de CEO, encore une fois, CEO d'une agence de 1 ou 2 personnes, ça compte pas en fait. C'est vraiment, c'est toujours la même chose. En fait, c'est juste gérer bien les finances, faire le marketing, faire le commercial. Euh, les opérations, bah, j'étais encore beaucoup dedans parce que je connaissais tous les clients, parce qu'on n'était pas beaucoup, et que bah, au fur et à mesure, j'ai délégué le travail de gestion des campagnes, tu vois. Mais j'étais encore dedans. Et donc, c'est vraiment après 2 ans, quand on a commencé à être 4, 5, 6, où là, je ne pouvais plus être partout, que j'ai commencé à vraiment là, devoir prendre cette posture de CEO et parfois donner simplement une consigne ou une vision et après revenir vers eux quelques jours ou quelques semaines plus tard sur une évaluation ou un feedback afin de voir où est-ce qu'ils en étaient. Et pareil au niveau des clients, je pense que ça se fait naturellement. Plus ils voient que l'agence est grande en taille, plus ils disent il est plus forcément en train de piloter nos campagnes au jour au jour. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est venu au fur et à mesure. Ouais, carrément, oui, j'imagine que ça a été un travail, voilà, de plusieurs mois, même années, pour mettre en place tout ça. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton quotidien de CEO? Est-ce que tu gères encore des campagnes ou est-ce que tu fais plus du tout de gestion de campagne et tu es vraiment plus dans de la stratégie, dans peut-être dans du relationnel avec des gros clients, ce Ouais. genre de choses? Ouais, tu as bien résumé aussi. Donc, stratégie sur des gros comptes, se relationner avec des gros clients. Donc ça va prendre peut-être, je te dirais, 20% de mon temps facilement. Je dirais 1 à 2 heures par jour, on va dire 2 heures par jour. Aujourd'hui, vraiment, j'ai un gros rôle commercial, plus qu'il y a 6 mois. Parce que j'ai remarqué que je n'étais pas si mauvais que ça là-dedans. Je m'étais convaincu moi-même en 2022-2023 que je n'étais pas le meilleur. Et finalement, je me rends compte que je suis bon pour vendre nos propres services, que je suis bon pour présenter des stratégies, des audits, que je suis bon pour finalement vendre notre méthodologie de travail, même si c'est plus forcément moi qui l'exécute de A à Z et je l'expliquerai pas aussi bien à quelqu'un qui le met en place au jour le jour, mais je l'explique suffisamment bien pour donner envie de passer par nous pour obtenir un résultat grâce à cette méthodologie-là. Donc le commercial, il va prendre, je te dirais, 10-12 heures par semaine. Donc on va dire
en 25% du temps. 25% du temps. Et après, tu as la création de contenu. Là, tu es aussi sur du 10-12 heures. Donc là, pareil, 25% du temps. Et puis après, des opérations internes. Des opérations internes qui peuvent être des échanges avec les équipes, recalibrer des process, penser à des nouvelles façons de travailler. Donc, globalement, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question aussi. Ouais, carrément. Et j'ai une petite question du coup, c'est est-ce que aujourd'hui, tu préfères les tâches que tu fais en tant que CEO ou est-ce qu'il y a certaines tâches que tu faisais quand tu étais freelance où tu étais plus peut-être dans l'opérationnel? Est-ce que ça te manque certaines de ces tâches ou au contraire, tu es content d'avoir fait évoluer ton job en fait et tes missions au fil du temps? Ouais, non, je suis vraiment content de les avoir fait évoluer au fur et à mesure du temps. Je pense que je me vois plus lancer des campagnes, je me vois plus les optimiser. Là, si je pouvais encore plus déléguer la création de contenu visuel, je le ferais. Je pense juste me concentrer sur l'idée de base, sur le message, sur ce que je veux dire, comment le dire. Après, laisser d'autres personnes peut-être le faire pour moi. Je pense que tout ce qui est podcast, vidéo, je trouve ça cool parce que c'est vraiment ce qui sort de ma tête et c'est plus spontané. Le commercial, j'aime encore beaucoup le faire, donc je le faisais aussi en tant qu'indépendant, mais là, je le fais avec une autre façon, vers des prestations un peu plus chiadées qu'avant, où là, je passe plus de temps limite à travailler sur la solution que sur le fait de pitcher une offre juste comme ça. Tu vois, je préfère vraiment prendre beaucoup, beaucoup de temps à, à présenter une solution, une stratégie, et puis après, naturellement, en fait, donner le prix de la prestation, que d'essayer de tout faire d'un seul coup, comme je le faisais au début, les premières années, de vendre assez vite la prestation et proposer un petit audit. Là, je préfère vraiment faire une belle recommandation et à la fin, en fait, cerise sur le gâteau, proposer, tu vois, le service d'HS. Trop bien, ouais, sur la partie stratégie globale en fait, que tu vas proposer au client avant de mettre en place de façon opérationnelle toutes les actions, quoi. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Ouais, je veux bien te croire. Mm. Comment tu fais pour garder ton ADN, tes valeurs, cette authenticité dont tu nous parlais au début? Parce que DHS Digital aujourd'hui, c'est quand même ton visage, dans Ouais. une équipe qui grossit petit à petit. Comment tu fais? Est-ce que tu mets en place des actions, peut-être, je sais pas, des trucs de cohésion, ce genre de choses, pour garder justement cet ADN qui t'est propre dans tes équipes? Ok, c'est une bonne question. T'as parlé d'ateliers de cohésion, ça on le met quand même pas mal en place. Donc ça, je pense que ça aide. Mais tu sais, aujourd'hui, je trouve que DHS Digital, c'est pas juste moi et je veux pas en fait que dans 5 ans, donc là, l'agence va avoir 5 ans d'ailleurs, hein, donc juillet 2024. Donc là, je me projette déjà à ce qui se passera dans 5 ans, donc dans 2029. Et moi, ce que je veux, au contraire, c'est que l'agence respecte certaines valeurs, tu vois, donc genre de progrès, de croissance, de formation continue, de passion. Et en fait, moi, c'est des choses par lesquelles je suis passé et que je passe encore aujourd'hui et que je veux juste véhiculer au fur et à mesure. Donc, si tu vois, si on prend la formation continue, nous, en fait, toutes les semaines, on essaie d'avoir des ateliers, d'avoir des ateliers entre nous sur des sujets media buying, sur des sujets créa. Si je prends euh, la partie croissance, amélioration continue, donc là, pareil, en fait, tous les semaines, on fait des points sur nos objectifs, où est-ce qu'on en est, comment on peut encore s'améliorer. Je pense que tout le monde a compris que la mentalité, c'était de faire mieux, de progresser, de chercher peut-être les points d'amélioration. Donc, je pense que c'est comme ça que ça se perpétue et c'est par les personnes qui sont dans l'agence et qui sont des piliers, qui sont là depuis 2, 3 ans, qui savent un peu comment je suis. Et moi, je n'oublie jamais de dire un peu, surtout quand on fait tu sais, pas d'évaluation, justement, euh, des, euh, des points trimestriels, excuse-moi, de bien rappeler les valeurs, qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas été respecté, qu'est-ce qu'on veut atteindre dans les prochains mois, tu vois, et pas oublier que c'est pour ça qu'on est là, quoi. Voilà. Ouais, carrément, finalement, c'est aussi les équipes que tu choisis à la base. Tu vas faire en sorte, j'imagine, de les choisir pour qu'elles correspondent déjà un petit peu à tes Oui, valeurs, à un certain savoir-être. pardon, ça, je l'avais pas. Enfin, t'as totalement raison. C'est quand tu recrutes quelqu'un, tu fais très attention à ce qu'il y a le fit culturel. Limite, c'est le truc le plus important. S'il n'y a pas de fit culturel, c'est un no-go. Donc, même si la personne est super compétente, si le fit culturel n'est pas là, c'est un no-go. Mais je pense vraiment, tu perpétues, pour répondre à ta question encore une fois, je pense que tu perpétues tes valeurs fondamentales par le fait de constamment les rappeler et avoir des actions qui sont en accord avec ces valeurs qui doivent être, pas qui doivent, mais qui naturellement en fait sont réalisées. Mm.
Trop bien. Comment tu t'organises aujourd'hui, entre toutes tes casquettes? Tu vois, par exemple, le challenge dont je te parlais, en off, quand on a commencé à échanger ensemble, Ouais. c'est toi qui le gère, qui le suit et cetera? C'est toi qui crée les podcasts? C'est toi qui crée les vidéos? Je sais pas si tu crées encore les articles de blog, ce genre de choses, mais comment est-ce que tu arrives à t'organiser avec toutes ces casquettes, tout en manageant tes équipes? Est-ce que tu fais Ouais. des semaines de 60 heures par semaine ou tu arrives quand même à garder un équilibre, entre ta vie perso, ton business et cetera? Comment, voilà, tu t'organises entre tout ça? Bah, je pense en tant qu'entrepreneur, tu es constamment dans le déséquilibre, hein. Parfois, tu vas travailler, beaucoup et parfois tu vas travailler un peu moins et moi, j'accepte en fait qu'il y a des moments où on aura beaucoup plus de travail et que je devrais faire plus d'heures et que je devrais peut-être travailler un peu le week-end ou travailler un peu plus tard le soir. Mais ça, tu vois, globalement, ça me pose pas un problème parce que je pense que c'est, comme ça que je vois les choses. J'ai pas envie de me dire, à 18:00, je dois faire ceci, à 19:00, je dois faire cela. Je préfère faire en fonction des demandes et de la situation. Tu vois, si demain, on perd 3 de nos plus gros clients, et qu'on fait moins 20, bah, je peux t'assurer que je vais travailler, 5-80 heures par semaine parce que j'ai pas envie que les choses se passent mal. Si je me fixais un objectif, hyper ambitieux de faire x2 chaque année, je travaillerais beaucoup plus que là maintenant avec mon objectif de faire 40-50 à l'année, tu vois? Donc ça dépend aussi de l'objectif qu'on s'est fixé de base. Mais pour revenir sur ta question principale, c'est que moi, j'essaie toujours de me dire, bah, où est ma valeur ajoutée? Où est-ce que je suis le meilleur? Quelles sont les tâches ou les missions, plutôt, j'aime pas dire tâches, les missions où je suis le plus compétent et le plus difficilement remplaçable, ou alors où ça coûterait très cher de me remplacer. Bah, ça va être peut-être création de contenu, comme on a dit, commercial, gérer les opérations, parce que créer des process et s'assurer qu'ils soient bien, bah, cohérents pour tout le monde, que ça soit logique, que ça complique pas plus le travail alors que ça devrait le simplifier. Ben, il y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont capables de le faire parce que moi, je suis dans le truc depuis 5 ans. Je connais l'ADN de la boîte, je connais un peu la façon de travailler. Donc, pour l'instant, il y a que moi qui peux le faire. Et donc, tout le reste, tous des trucs qui vont être un peu plus délégables. Donc, ça va être, on parlait de préparer le challenge, ça va être, je sais pas moi, renvoyer des emails qui ont déjà été envoyés il y a 6 mois, les replanifier. Un podcast, ça va être, tu sais, dans un podcast, tu vas avoir la préparation du podcast, tu vas avoir l'enregistrement et tu vas avoir la post-prod. Est-ce que la post-prod peut être déléguée? Oui. Est-ce que les publications peuvent être déléguées? Oui. Est-ce que la préparation peut être déléguée? Oui. Est-ce que la production peut être, est-ce que l'enregistrement peut être délégué? Ça, non. Donc en fait, moi, je regarde tout ce qui peut être délégué, tout ce qui ne peut pas l'être, ben, je ne le délègue pas évidemment. Et il y a des choses parfois, bah, tu vois, je parlais de la préparation de l'épisode, je pourrais le déléguer, mais j'ai envie de le faire parce que c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien faire des recherches sur mon invité, j'aime bien lui poser des questions, j'aime bien faire un petit call préparatoire avant. Donc tu vois, il y a des trucs que je délègue pas encore et je pourrais les déléguer. Donc il y a aussi, est-ce que j'aime faire cette tâche-là? Et non seulement est-ce que je suis bon pour la faire, c'est est-ce que j'aime la faire, est-ce que je suis bon pour cette tâche-là? Ou est-ce que je suis le meilleur pour celle-ci? Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Voilà, OK. Ouais, tu délègues au maximum, en fait, tout ce sur quoi soit que tu n'aimes pas faire ou soit où tu sais que tu n'as aucune valeur ajoutée, ça, tu vas le déléguer. c'est ça. Et une autre façon de le voir, c'est de te dire combien ça me coûterait pour déléguer cette tâche. Donc, admettons que tu estimes que ton taux horaire, c'est 300 euros de l'heure. Bah, tout ce qui est en dessous de 300 euros de l'heure, tu le délègues. Ça, c'est une autre façon de le voir. C'est plus froid, mais tu peux le voir comme ça aussi. Ouais, Mm. c'est une bonne vision, ouais, c'est une bonne Ouais. vision des choses aussi. Yes. Aujourd'hui, comment elle fonctionne ton agence en interne? Est-ce que tu as des, collaborateurs qui sont en CDI? Est-ce que tu bosses avec des freelances? Est-ce que tu bosses en physique ou est-ce que tu bosses la majorité du temps Oui. à distance? Comment tu t'organises aussi de ce côté-là? Ok. Donc là, c'est vraiment en full remote. Donc c'est maintenant que quand j'en parle ces temps-ci, avant, ça me paraissait normal, mais plus on est de fous, plus je me dis, c'est quand même pas mal d'être autant à distance et de quasiment pas se voir, mais ça tourne assez bien à ce niveau-là. On a 8 CDI, 2 alternants et 3 freelances. Donc là, aujourd'hui, dans les chiffres, je dis on est 12, mais en réalité, si je compte nos freelances, on est plus 15, je dirais. Vraiment, parce qu'il y a des freelances qui sont vraiment là de manière très récurrente et je dis pas qu'ils coûtent autant qu'un CDI, mais en tout cas, qui sont vraiment des piliers essentiels de la boîte, donc ça serait pas cool de ne pas les nommer. Donc on va dire on est une petite quinzaine avec les indépendants. Après, le travail opérationnel de gestion de campagne, c'est que par des gens en CDI. Le travail créatif, qui est un peu plus un travail de l'ombre, je t'avoue que les créatifs communiquent un tout petit peu moins avec les clients. Donc là, tu as une grosse partie par des personnes en CDI et une petite partie par des personnes en freelance pour des besoins ponctuels ou pour certaines vidéos ou pour certains contenus. Et l'aspect tracking, là, on le propose, mais avec un indépendant, qui est mon cousin. Donc tu vois, on a un peu, allez, 80% de nos missions, c'est en CDI et 20% c'est en freelance. Avec des freelances, pardon. OK. Et ça fonctionne bien en full remote, tu arrives à échanger comme il faut et cetera avec, l'ensemble de l'équipe?
Moi, je trouve que le Slack, franchement, enfin, c'est incroyable. Je trouve que le Slack, il se passe tout là-dedans. Donc, ça n'arrête jamais de sonner. Vraiment, il y a des messages tous les 5-10 minutes. Donc, ça n'arrête jamais. Moi, je suis pas dans toutes les chaînes Slack parce qu'en fait, on a des chaînes par client. Ça, je pense, c'est un truc important à prendre en compte. C'est comme nous, on est une agence et qu'on travaille sur des projets clients. Bah, généralement, c'est très rare qu'une personne travaille seule sur un projet. Donc, d'office, il va y avoir une chaîne Slack pour avoir un échange entre les deux personnes qui travaillent sur le sujet. Et quand c'est un plus gros projet, je viens dans la chaîne Slack aussi. Je vois ce qui se passe, je vois les échanges. Et comme je te disais, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Après, c'est pas parce qu'on est en remote qu'on se voit jamais, on se voit 4-5 fois par an. Là, ce qu'on a mis en place, c'est que 2 fois par an, on fait une semaine off-site. Donc là, on essaie de trouver un endroit sympa où on a envie de travailler. Là, on l'a fait à Palma, enfin à Majorque, pardon, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, pardon. Ça s'était bien passé au mois d'avril. Et là, on va peut-être le faire à Lisbonne ou à Barcelone. Je ne sais même pas si c'est en cours d'ailleurs qu'on va le faire, mais là, c'est pas encore totalement sûr, mais ça serait plus ou moins dans une de ces régions-là et on compte le faire en octobre. Et tu vois, l'idée encore une fois, c'est de faire une semaine. On essaye durant cette semaine-là, de voir le plus d'activités possibles en groupe et si possible, ben, tout ce qui est évaluation, préparation d'un temps fort comme le Black Friday. Donc là, on va le faire en octobre parce qu'on veut préparer bien le Q4. Tu vois, on va essayer de le faire durant cette semaine-là puisque c'est propice à des échanges entre nous. Le seul truc qu'il faut être attentif, c'est la partie connexion Wi-Fi où il faut trouver, tu vois, une localisation où tu as une très bonne connexion Wi-Fi. Mais hormis ça, tu vois, c'est pas tant un challenge que ça parce que comme on est en remote, on n'a pas de bureau à payer. Si on était 10-12 dans un bureau, ça nous coûterait peut-être, je dis une bêtise, hein, peut-être entre 2 et 3 000 euros par mois. Alors on va dire 25 000 euros par an. Là, quand on loue une maison, je pense que ça coûte plus ou moins avec tous les petits transports, etc. Je dirais 5 000 euros. Tu fais ça fois 2, ça fait 10 000, plus 2-3 meetings qu'on peut faire en présentiel. Tu es à peu près moins de 20 000 euros par an pour qu'on se voit tous. Et c'est déjà pas mal, tu vois. Et le reste du temps, on est en remote. Et je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup qui sont très contents d'être en remote. J'ai encore vu un post qui est passé de Zoé qui expliquait qu'elle était contente de travailler en remote parce qu'elle a, je cite, attends, je vais te dire qu'est-ce qu'elle a dit dans le post, qu'elle a la liberté d'être entrepreneur sans être entrepreneur. Et je trouve que c'est un bon résumé parce qu'en soi, elle peut travailler d'où elle veut, on va pas dire quand elle veut, mais le remote lui offre quand même une certaine flexibilité qu'elle n'aurait pas forcément. Voilà, elle dit j'ai la liberté d'un entrepreneur et la sécurité d'un salarié. Et je trouve que c'est un très bon résumé parce que finalement, tu vois, enfin tout le monde, n'a pas juste elle. À la fin du mois, tu as ton salaire, tu as les avantages d'être salarié, tu peux travailler où tu veux, ça c'est vrai, hein, tu veux travailler en Espagne, tu travailles en Espagne. Si tu veux travailler en Asie, tu peux le faire aussi, mais tu as intérêt à te lever, enfin d'être là dans les bons horaires. Et tu vois, c'est cool en soi, ce mode de travail-là. C'est juste que ça demande de s'organiser différemment. Carrément. Et puis je pense que du coup, tu profites d'autant plus de tes collaborateurs quand tu vas les voir une Ouais, fois, ouais. enfin 4 fois par an dans une super baraque en Espagne ou à Barcelone. Enfin voilà, dans un pays où tout le monde se retrouve et vous bossez dans une bonne ambiance, etc. Et comme tu dis, la plupart du temps, ils ont cette liberté de pouvoir bosser de chez eux et de pouvoir quand même collaborer avec d'autres personnes. C'est vrai que c'est un Et, bon fonctionnement, je pense. et dis-toi qu'au début, quand on l'a mis en place en 2022, moi j'avais dit, à ce moment-là, on était beaucoup plus à Bruxelles. J'avais dit, bah, si vous voulez, il y a toujours le coworking à disposition. Donc si vous voulez vous voir dans le coworking et travailler ensemble dans ce coworking, faites-le. Il y en a très peu qui l'ont fait. Et au final, finalement, bah, aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait. Donc moi, aujourd'hui, je suis toujours open à dire à des personnes qui sont dans la même ville de quand elles veulent se voir, bah, d'aller dans un espace de travail. Et moi, j'imagine peut-être dans 3 à 5 ans, si je dis une bêtise, si on est 20 à 25 et qu'on en a 10 qui sont dans la même ville, de dire bah, ok, cette ville-là, ça devient le headquarter et on aura des bureaux là-bas. Donc, ou alors on pourrait avoir, je sais pas, deux petits bureaux, un sur Nice, un à Bruxelles, un truc comme ça, tu vois. Et ça peut être ça. En fait, moi, ce que je veux me dire, c'est, j'imagine que une entreprise dans laquelle, enfin, rien n'est rien comme dans les autres entreprises, tu vois, genre, pas se dire, ok, ça c'est le bureau et tout le monde va dans ce bureau-là. J'ai pas envie d'imaginer ça comme ça, parce qu'on peut le faire autrement. Donc voilà. Carrément. Et ça, c'est la vision du CEO qui est importante là-dedans, tu vois, qui va Ouais. définir un peu bah, où est-ce que la boîte elle va aller et comment est-ce que on a envie de la faire évoluer. Ouais, c'est vrai. Non, vraiment, ça, c'est important. Mais en tout cas, moi, j'imagine quand même un truc quand même hybride dans le futur et pas full remote non plus tout le temps, tout le temps. Parce que je pense pas que c'est pas que c'est pas viable. C'est juste qu'à un moment, il faudra quand même qu'on ait un endroit où on peut se réunir simplement. Donc, ou deux petits endroits, il faudra voir. Ouais, c'est quand même important de se voir en vrai de temps en temps. C'est Enfin, important. le lien humain physique, il remplace pas, je trouve, Non, il remplace les pas. échanges qu'on peut avoir à distance. Non, et même, c'est cool d'avoir aussi un chez soi parce que là, on n'a pas de chez soi. On a un Notion. On a un Notion et un Slack. Et donc, il nous faut peut-être un endroit peut-être un peu plus physique, tu vois. Et je te dis, là, j'imagine dans, je dirais maximum 3 ans, ça serait bien d'avoir quelque chose. Carrément.
Quel conseil tu pourrais donner à un solopreneur, à un freelance qui, voudrait justement passer au modèle plutôt d'agence? Maintenant que tu as 5 ans Ouais, d'expérience sur ce domaine-là, c'est quoi les grands apprentissages que tu pourrais nous partager? OK. Plein de trucs. Je pense déjà l'aspect financier, c'est très important de bien prendre en compte le fait que, bah, que d'avoir des salariés, ça reste, un coût. Donc moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut lancer, son agence, de déjà être de générer un revenu qui permette déjà d'absorber le coût d'un salarié. Et selon moi, ce chiffre d'affaires, il est pas en dessous de 10 000 € parce qu'un salarié coûtera, je dirais, 3 500-4 000 € par mois pour un profil junior, sans compter le sien, donc du CEO. On va dire, on rajoute un 3 000-4 000 €. Il reste plus que 2 000 € de marge. Si on compte, des outils et des trucs comme ça, tu vois, ça coûte vite cher. Donc peut-être déjà résoudre un peu l'équation financière, et de au moins avoir un seuil qui permette de, recruter un premier employé, d'être rentable, 10 000-12 000 €. Autrement, qui est une autre solution que moi j'ai pas explorée, mais qui peut être intéressante, bah, après ça va définir, je pense, l'avenir de la boîte, c'est, de travailler avec un indépendant, avec un freelance et après voir avec la personne si elle souhaite rejoindre le projet en tant qu'associé ou en tant que salarié. Mais d'en parler dès le début et donc en fait de tester la collaboration pendant quelques mois et voir comment ça se profile. Est-ce que, ben, est-ce que vous êtes un bon binôme? Parce que moi au fond quand j'ai mon premier salarié, on était un binôme. Donc on était, je vais pas dire mariés, mais on était un binôme. Donc il fallait savoir travailler ensemble, il fallait savoir bien s'entendre. Heureusement, on travaillait bien ensemble, on s'entendait bien, on avait le même âge, donc ça s'est globalement bien passé. C'était pas parfait, mais ça s'est quand même bien passé. Donc je pense que tu vois, le premier recrutement, la première personne que tu vas faire rentrer dans ton projet, c'est déterminant. Parce que si c'est pas la bonne personne, ça va flinguer le début de l'agence. Donc déjà, le bon profil important, soit d'un salarié, et là, tu as intérêt que la personne ait quand même un état d'esprit un peu start-up, entrepreneur, sinon ça va pas aller. Ou alors, peut-être un peu plus safe, mais on pourrait laisser de l'equity, donc de l'actionnariat derrière, un indépendant qui voudrait se convertir en tant que, soit directement en tant que salarié ou soit associé dirigeant, tu vois. Deuxième point, bah, évidemment, qui êtes-vous, qui on est, quelles sont nos valeurs, quelle est notre différenciation sur le marché, qu'est-ce qu'on propose. Bah, évidemment, c'est toujours facile à dire, mais il faut quand même trouver d'une manière ou d'une autre un peu son positionnement. Nous, on s'est positionné comme agence Facebook Ads à ce moment-là parce qu'on n'avait pas beaucoup et c'était une bonne nouvelle. Par contre, je trouve que si c'était à refaire, je trouve que, comment expliquer ça? Le site communiquait pas grand-chose. Il communiquait pas. C'était un site de freelance amélioré, tu vois? J'avais vraiment créé le site de l'agence comme mon site à moi, sauf que je nous étais appelé DHS Digital et j'avais mis deux photos de 2 personnes, mais ça faisait pas trop agence. Donc je pense que c'est important de raconter une belle histoire dès le départ, même si voilà, c'est jamais aussi bien que ce qu'on dit dans l'histoire, mais raconter une belle histoire, avoir une proposition de valeur très claire. Donc qu'est-ce qu'on fait? À qui on s'adresse? Pourquoi c'est nous les experts? Pourquoi on est unique sur ce créneau-là? Même si encore une fois, il y en a peut-être d'autres qui le font, mais on se comprend. Avoir un maximum de témoignages, ça c'est important. Mais tu vois, dès le départ, vraiment affirmer très clairement son positionnement et qui on cible. Et après, je pense le reste se fait au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire les process, la méthodologie de travail, la prospection, le commercial, tout ça se fait au fur et à mesure. Mais je pense dès le départ, les fondations doivent être assez solides sur la proposition de valeur, qui on est, à qui on s'adresse, qui est notre cible, et bah, quelle est l'équipe, quoi, qui va gérer les choses et quels vont être les rôles. Donc, je pense que peut-être même à ce niveau-là, quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'ai peut-être pas bien défini mon rôle à mon premier employé et j'aurais peut-être dû encore mieux le définir, quoi. Dire, OK, moi, je suis là, je suis pourvoyeur de lead, c'est moi qui fais le contenu, c'est moi qui prends les calls commerciaux, c'est moi qui fais les audits. Et toi, au fur et à mesure, bah, tu vas gérer tous les comptes, dont les plus gros. Et moi, je serai là derrière pour t'assister et pour repasser derrière ton travail. Et il faudra pas le prendre mal si des fois je dis ben, qu'il faut le faire un peu autrement, tu vois. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour quelqu'un qui démarrait. S'il veut faire les choses dans l'ordre, moi, je conseillerais de faire ça. Mm. OK, trop bien. Et est-ce qu'il y a une erreur que tu as fait en 5 ans ou une grande difficulté que tu as pu rencontrer à un moment donné justement sur ce parcours de création d'agence que tu pourrais nous partager pour nous montrer que, tu vois, c'est pas tout rose non plus la vie d'un entrepreneur, qui même si ça fonctionne très bien, que l'agence elle grossit et cetera, pour montrer aussi un peu, bah, les coulisses de l'entrepreneuriat et voilà, si tu as une erreur ou une difficulté que tu as rencontrée à un moment donné que tu voudrais nous partager? Moi, je pense que mes plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est dans le leadership et le management. Je t'en ai parlé au début, parce que je reste quand même sensible par rapport à ça, parce que je sais qu'à certains moments, j'ai manqué de leadership. Donc, c'est-à-dire parfois prendre des décisions difficiles, parfois vraiment donner une vision claire, parfois montrer de la sérénité quand les choses vont mal. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que parfois, j'ai
montré mon stress, j'ai montré mon manque de confiance en moi, j'ai montré que je contrôlais pas mes émotions. Donc ça, avec le temps, tu finis par savoir le faire. Je dis pas que je suis parfait là-dessus, mais je le fais mieux qu'il y a 1, 2, 3 ou encore même 5 ans. Donc une erreur particulière, c'est pas avoir suivi mon instinct tout le temps. Et je pense que, par exemple, je ne t'ai pas expliqué, mais quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, donc j'avais le blog qui fonctionnait bien depuis 6 mois et je cherchais l'emploi comme je te le disais. J'ai une opportunité de travailler dans une agence digitale qui était située à Malte. Le salaire était à, je pense, 1700 euros par mois. C'était pas énorme, c'était un salaire junior et c'était aussi à Malte, donc c'était beaucoup moins cher que en France ou en Belgique, le coût de la vie. Et j'ai quand même hésité. Et je me rappelle, à ce moment-là, il y avait absolument, mais absolument rien qui prédestinait que ça allait marcher. Donc là, j'avais peut-être, en tant qu'indépendant, j'avais peut-être facturé l'équivalent de 1500 euros sur un mois et demi. Donc rien ne me disait que 6 mois plus tard, j'allais commencer à facturer 3 à 4 000 euros par mois et que j'allais plus ou moins réussir à me payer ce salaire-là qu'il me proposait en tant qu'indépendant. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Je me rappelle bien, j'ai réfléchi quelques jours, j'ai dit au manager, j'ai bien réfléchi. Et ce que je ne vous ai pas dit durant le processus de recrutement, c'est que j'ai déjà lancé une activité d'indépendant complémentaire. Donc vous, c'est auto-entrepreneur. Et honnêtement, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans quelques mois et j'ai la conviction que je peux y arriver. Et vraiment, ça, c'était de l'instinct. C'était, je pense que j'en suis capable parce que je voyais qu'il y avait pas mal de signaux positifs qui me disaient que ça allait marcher et j'ai suivi mon instinct. Et dans plein d'autres décisions, j'ai suivi le mien. Par contre, il y a certains moments où j'ai pas suivi mon instinct et où là, c'était, j'ai un bon candidat, il a l'air compétent, mais il y a un truc qui me fait hésiter. Il y a un truc qui me fait hésiter dans sa façon d'être, dans la façon de négocier avec moi. Et j'ai dit oui. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une personne que j'ai recrutée que je n'aurais pas dû recruter et que j'ai recruté. Et là, à chaque fois que j'y pense, même si aujourd'hui la boîte se tourne très très bien et il n'a pas de souci, mais quand je repense à ça, je me dis, pour moi, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites dans le sens où j'ai recruté quelqu'un qui, à mes yeux, ne fitait pas avec nos valeurs. Je ne le sentais pas, mais je l'ai quand même fait parce qu'il avait l'air convaincant, il avait l'air bien, il était compétent et aucun doute là-dessus. Et finalement, ça s'est très mal passé parce que j'ai pas suivi mon instinct. Donc aujourd'hui, instinct numéro 1. Donc vraiment suivre ce que me dit mon cœur et le gut feeling. Ouais, t'as raison, suivre son instinct. De toute façon, c'est en fait, il faut savoir l'écouter, savoir reconnaître quand c'est son instinct ou quand c'est, le mental qui prend le dessus, avec, les arguments un peu plus, Voilà, factuels, concrets et cetera. voilà, Parce que des fois, sur le papier, c'est tout beau, tout rose, c'est parfait, mais comme tu dis, au fond de ton cœur, tu sens qu'il voilà, y a un truc qui bloque et c'est là qu'il faut réussir à écouter voilà. son cœur plutôt que sa tête, quoi. Voilà, là, je peux t'assurer que cette semaine-là, on était, je pense, janvier, février 2021. Je le sentais pas, je l'ai fait quand même. Pourquoi? Parce que j'avais un besoin. J'étais là, il faut qu'on recrute, il faut qu'on y aille, quoi. On a besoin d'aide et je peux pas me permettre d'attendre encore trop longtemps. Et finalement, je l'ai fait. Et je l'ai, après, je pense, après 9 mois, je commençais déjà un peu à me dire, est-ce que tu as pris la bonne décision? Puis après un an, voilà, il faut que ça se stoppe. Donc, je te dis, c'est aujourd'hui, maintenant, décision, j'ai besoin de le sentir. J'ai besoin de le sentir et dans tout ce que je fais, hein, même pas juste dans le pro, dans la vie personnelle aussi, j'ai vraiment besoin de le sentir. Mm. Trop bien. Bah, justement, en parlant de pro, on va passer aux questions un peu plus perso. Ouais. Est-ce que, tu as des routines ou des choses que tu mets en place dans ton quotidien pour maintenir ton bien-être physique ou mental? Et les Ouais, 2. franchement, j'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Déjà, sport, 5-6 fois par semaine, donc hyper important. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me permet de beaucoup me changer les idées, mais aussi de me challenger. Vraiment, l'idée, c'est de toujours aller, je vais pas dire progresser tout le temps, c'est un mensonge de dire qu'on veut toujours progresser, mais en tout cas, rester au top, ou en tout cas, se fixer des nouveaux objectifs et essayer de les atteindre, même quand l'âge avance. Tu vois. Donc, moi, pour moi, sport, très important. C'est c'est très rare, en fait, quand je fais moins de 4 ou 5 séances de sport par semaine. Donc, et ça depuis vraiment des années. Donc, j'en suis fier, je te le cache pas. Ensuite, euh, lecture. Là, je le fais. En fait, pour moi, tu as différents types de lecture, soit des livres, soit des newsletters, ou alors je vais dire formation managériale, parce que je pourrais inclure les podcasts et les vidéos YouTube. Donc ça, je passe au moins 1 heure par jour à apprendre des choses. Et là, je ne te parle pas juste dans le marketing digital ou l'entrepreneuriat, ça peut être vraiment dans plein de choses. Bah là, évidemment, ça va être sport, alimentation, ça va être mindset, relationnel, vraiment toutes des choses qui me passionnent et que j'ai envie d'écouter. Voilà. Ensuite, j'essaie d'avoir une pratique, on va dire, méditative. Et là, je mets au sens large, ça peut être marcher avec les écouteurs, sans les écouteurs, juste la montre, pas le téléphone. Ça peut être méditer au matin quand j'arrive à me lever assez tôt. Donc,
Là, j'essaie de me lever entre 6h30 et 8h du mat, donc ça dépend, j'essaie d'être libre à ce niveau-là et de prendre 1 heure pour moi où je peux, comme je te dis, faire cette pratique méditative, où ça peut être lire quelque chose, c'est vraiment 1 heure pour moi. Donc on peut le mettre dans les routines. Ensuite, tu vas avoir quoi? Appeler au moins une fois par semaine un ami ou un proche, très important. Et ensuite, j'aime bien les compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires, c'est un truc que je fais quand même depuis 2 ans et je suis assez régulier là-dessus. Enfin, moi, de base, je suis quelqu'un dans ce que je fais, je suis assez discipliné et régulier. Donc, les compléments alimentaires, c'est un truc où je suis prudent, parce que je veux être sûr d'avoir tous les nutriments et minéraux que mon corps a besoin. Et j'essaie de prendre aussi certains autres compléments qui, là, sont basés plutôt sur des plantes adaptogènes, qui, en gros, si je dois résumer, aident ton corps à faire face à des stimuli externes qui peuvent être le stress, qui peuvent être justement un effort physique et donc du coup ça demande à ton corps de s'adapter à cet effort physique-là. Et donc je prends des compléments comme ça qui sont vraiment très bien pour ça. Donc il y en a un qui s'appelle la rhodiola, un autre qui s'appelle l'ashwagandha, c'est très connu, il y a plein d'entrepreneurs, plein de sportifs qui les prennent. Tu dois peut-être connaître et Je connais, ouais. voilà, ou le ginseng, des trucs comme ça. Mm. Donc voilà, en termes de routine, c'est plus ou moins ça. Je réfléchis si j'en ai d'autres, mais c'est à peu près ça. Peut-être que j'en ai d'autres, mais j'ai pas je laisse pas regarder peut-être 2 minutes que je m'étais même fait un petit listing de routines. Tu sais, il y en a qui expliquent un peu leur routine sur YouTube et je trouve ça ridicule quand ils disent qu'ils se font un tableur Excel, où ils vont cocher la routine. Enfin là, ça va un peu trop loin. Ouais, ouais, il y en a qui traquent leur Heu, routine, mais j'allais dire, c'est déjà pas mal tout ce que tu c'est mets en déjà pas place, mal. franchement, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, carrément. Et c'est c'est autant ça. physique que mental parce que la pratique Ouais, méditative, franchement, c'est pour les gens qui méditent pas, qui connaissent pas et enfin, qui imagent la méditation à le gars qui est assis en lotus en haut d'une colline avec sa toge de moine bouddhiste. En fait, pas du tout, quoi. La méditation, c'est génial pour réussir à mieux se concentrer, à mieux gérer ses émotions, à mieux se comprendre, à lâcher prise. Enfin, pour le coup, je trouve que ça aide bah, énormément au niveau bien-être mental, quoi. c'est ça. Méditation pour moi, 10 bonnes minutes où, tu laisses les pensées passer, tu essaies de pas trop les écouter, tu te concentres sur ta respiration, c'est pas très compliqué, hein. Franchement, ça paraît compliqué comme ça parce que moi, je pense ma croyance, c'était de me dire: «Si je médite, je dois pas penser». En fait, non, les pensées, elles sont là, c'est comme des nuages, elles passent et tu as le ciel bleu, et dans un ciel bleu, parfois, tu as des nuages qui passent et tu dois pas trop les observer ou alors, tu regardes la route et des fois, tu verras des voitures, des fois, tu en verras pas, donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc ouais, c'est comme ça que je le fais et par contre, quand je Ouais, c'est marche, exactement ça. là, je me focalise sur, un problème ou quelque chose dont j'ai envie de penser et je pense, parfois je note. Donc je dirais que même noter, c'est une habitude, mais c'est pas par une habitude, c'est juste quelque chose que je fais naturellement. Tout comme là, je regardais mes notes, tu vois, genre, je vais, au sauna. Oui, je vais au sauna donc quand je fais quand je fais du sport en salle, je vais dans un sauna et on pourrait dire que c'est une habitude parce que c'est quelque chose que je fais tout de suite après le sport. Donc voilà. Trop bien. Un truc que je trouve intéressant, après je termine là-dessus, c'est d'écrire ses pensées dans un journal. Ça, je le fais pas, mais je pense que le matin, j'aimerais bien prendre le temps de me dire: «OK, j'écris tous les matins des pensées». Mais je te dis encore une fois, je le fais naturellement. Si je pense beaucoup, je vais finir par noter ma pensée, tu vois? Voilà. Ah mais ça, c'est trop bien. Moi, je le fais tous les matins, j'appelle ça mon vide-cerveau et je note, tout ce qui me passe par la tête et ça permet juste de le sortir de ta tête et d'arrêter de ressasser, en fait, Ouais, certaines choses c'est et vrai. de que ça mouline toute la journée. Bah, là, tu le sors de ton cerveau, il est écrit quelque part C'est et ça, c'est vraiment une pratique que j'aime bien faire aussi. c'est ça et tu peux faire un journaling orienté. Tu peux avoir des questions préfaites et je pense que Tim Ferriss donne quelques exemples de questions que lui se pose et je me suis rappelé que je les ai notées et je trouvais ça intéressant. Donc peut-être que voilà. Je pense que vous tapez Tim Carrément. Ferriss journaling et il y a une vidéo YouTube là-dessus. Ouais, c'est sûr qu'on devrait trouver plein de choses. C'est quoi la plus grosse croyance que tu as dézinguée, Danilo, depuis que tu es entrepreneur? Clairement, que l'âge n'a pas toujours une grande importance. C'est que même si tu n'es pas prêt ou que tu es trop jeune ou que justement tu es trop âgé, il faut pas trop le prendre en compte, parce que c'est une grosse croyance limitante qu'on se donne à nous-mêmes. C'est qu'il y a un âge pour certaines choses et un âge pour d'autres et ça, je suis pas totalement d'accord. Bon, bien sûr, certains challenges, tu vas pas aller courir un marathon à 80 ans, mais tu as compris ce que je veux dire. C'est que si tu as envie d'entreprendre, tu peux le faire à 60 ans comme tu peux le faire à 18 ans. Bien évidemment, ce ne sera pas les mêmes challenges parce qu'à 18 ans, tu auras très peu d'expérience et de jugement, alors qu'à 60, on aura beaucoup. Donc peut-être que tu vas être beaucoup dans l'analyse, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne faut pas se donner des limites par rapport à son âge. Et ça, c'est clairement une croyance que j'ai cassée. Quoi d'autre? Je réfléchis. Hmm, non, je pense vraiment que c'est la plus grosse. Pour moi, c'est la plus grosse. C'était un de mes blocages, clairement, comme tout le monde. Et non, c'est tout. OK, top. C'est quoi aujourd'hui
ta relation avec ton business, comment tu la qualifierais? Alors ça, c'est une bonne question. Avant, c'était, le business, il est au-dessus de moi. Aujourd'hui, c'est moi, je suis au-dessus du business. Donc c'est-à-dire que je veux d'abord être bien, et si je suis bien, je sais que le business va normalement bien aller, mais je veux pas en gros que, le business soit responsable de mon bonheur. Donc c'est-à-dire que si le business va mal, je me dis: «OK, c'est le business qui va mal, c'est pas Danilo qui va mal», parce que le business, c'est pas Danilo. Donc ça, c'est peut-être un deuxième point, c'est business n'est pas égal à Danilo et tu sais, on pourrait imaginer avec des flèches, genre des relations. Bonheur de Danilo n'est pas impliqué par réussite du business. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est Carrément. important et quoi d'autre? Il y en a, ils disent: «Oui, mon business, c'est mon bébé». Alors pour l'instant, je le vois comme ça, mais je pense que pareil, c'est à un moment, ton bébé, devient un enfant, puis un adulte et doit prendre son envol et donc il peut exister sans toi et il peut aussi, devenir indépendant de toi, donc de par peut-être une revente ou une cessation d'action, tu vois? Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais là, actuellement, c'est comme ça que je le vois. Donc le business n'est pas moi. Mon bien-être personnel, mon niveau de satisfaction n'est pas uniquement, dépendant de ça. Alors évidemment, j'ai envie que le business réussisse parce que comme je suis le fondateur, comme j'ai 100 des actions, je sais que plus l'entreprise grandit, plus moi, ça me permettra de logiquement m'offrir des choses. Mais encore, aujourd'hui, je sais très bien que le bonheur, il n'est pas dans les possessions matérielles, il n'est pas dans la taille du compte en banque, il n'est pas dans le salaire. Mais je sais quand même que ça permet, tu vois, d'avoir plus de liberté et plus de flexibilité parce que si tu as quelque chose qui te permet de, je dis une bêtise, de gagner 15 000 € par mois, ça t'offre quand même plus de liberté que d'en gagner 2 000 € par mois. Parce que si tu veux avoir une plus grande maison ou avoir une deuxième maison à l'étranger ou faire certaines choses, tu peux les réaliser, tu vois. Donc j'ai comme intérêt que le business réussisse parce que je sais que je vais en profiter directement. Mais c'est pas tu vois, c'est pas la condition de mon bonheur, tu vois. Je pourrais totalement me dire, ça serait très frustrant de voir le business stagner pendant 3 ans et me dire, voilà, c'est comme ça, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se développe, il faut qu'on développe de nouvelles compétences avant de le voir regrandir, tu vois. Et je ne pense pas que je serais dans une déprime au point, et au contraire, je me dirais, c'est des challenges, j'apprends des choses, la vie veut que ça se passe comme ça, il faut parfois être patient pour avoir ce qu'on veut. Donc, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que le business, il est là, il grandit avec, mais aussi parfois sans moi, si je suis pas forcément totalement disponible, pas totalement impliqué parce qu'il y a d'autres personnes et il n'est pas responsable, de mon bonheur et de ma satisfaction, au quotidien. Voilà. Ouais, une relation assez indépendante finalement. Ouais. Et la dernière question avant de finir notre interview, c'est est-ce que tu aurais une citation ou une phrase qui t'accompagne en ce moment que tu voudrais nous partager pour clôturer ce bel échange? Alors au niveau de la citation, je vais t'en donner une qui est ma préférée, que je cite tout le temps. Je vais pas te dire que je l'ai en poster chez moi, mais je pourrais vraiment l'avoir chez moi d'ailleurs maintenant que tu me le dis. C'est de Michael Jordan et c'est sur l'échec parce que, je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui l'échec, c'est notre plus grand, teacher, notre plus grand, professeur. Donc ce qu'il dit dans cette citation, et d'ailleurs c'est une citation je pense qui est apparue dans une, publicité avec Nike. Donc la citation c'est: «I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and I missed. I failed over and over again in my life and that is why I succeed.» Donc je pense que c'est assez clair. Donc j'ai eu énormément d'échecs et c'est pour ça que je réussis. Donc si c'est Michael Jordan qui dit ça, c'est que forcément c'est un truc qui est véridique. Trop bien. Et bah, écoute, un grand merci Danilo. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, te suivre, rejoindre, un petit peu, ta création de contenu, suivre ta création de contenu, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Alors, je dirais link attends. Alors, je dirais peut-être la newsletter parce que c'est vraiment là-dessus, tu vois, c'est le hub central, c'est là où je vais partager les podcasts, les articles, du contenu inédit et donc là, sur le coup, vous pouvez aller directement, excuse-moi, sur mon site, donc daniloduchesne.com et là, à ce moment-là, tu trouveras, donc dans le footer un encart pour t'inscrire et sinon, bien sûr, tu as les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, où je pense que tu peux me retrouver facilement. On mettra tous les liens dans les notes du podcast. Merci Un grand beaucoup. merci Danilo, c'était hyper intéressant de voir ton parcours, et l'évolution entre, freelance et CEO d'une agence. Donc un grand merci pour cet échange et je te dis, à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Salut, hein, c'est un plaisir.